Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, l'idée pendant un quart d'heure, c'est de vous donner, enfin, essayer de faire passer quelques messages. Alors, je suis économiste de formation, je me présente plutôt comme chercheur en sciences sociales, parce que quand on travaille sur les territoires, il faut croiser des compétences qui ne relèvent pas que des économistes, mais aussi des sociologues, des géographes. Et puis peut-être une caractéristique dans mes travaux de recherche, c'est toujours essayer de combiner des analyses quantitatives, brasser des statistiques un peu systématiques, mais quand même aussi aller sur le terrain, rencontrer les acteurs dont on parle, pour mieux interpréter les résultats que l'on obtient. Donc l'idée là, c'est le titre de mon intervention, c'est sortir des modes et modèles. Je vais fonctionner en 2-3 temps. Le premier temps, c'est de dire qu'effectivement, il me semble que trop longtemps en France, pour penser le développement des territoires, on a cherché à identifier le modèle un peu générique de développement économique qu'on a cherché à appliquer un peu partout. J'ai le sentiment, à travers ce qui se fait Action Cœur de Ville et aussi à travers ce qui vient d'être lancé Territoire de l'Industrie, que c'est en train de changer. Et j'expliquerai en quoi ça me semble effectivement utile et intéressant. Donc mode et modèle, alors c'est assez intéressant, aujourd'hui la mode et le modèle, c'est effectivement la métropole dont on espère éventuellement qu'elle ruisselle. Donc c'est le big is beautiful, plus on est grand, plus on est performant. Souvent quand je commence des interventions sur le sujet en ce moment, je dis rappelez-vous années 90, le modèle de développement économique, c'était small is beautiful, c'était le district industriel italien, années 90. La DATAR, à l'époque, dirigée par Jean-Louis Guigou, avait lancé une politique de développement des territoires, la politique des SPL, systèmes productifs locaux. L'idée, c'était de dire, ça y est, on a trouvé le modèle générique de développement économique, c'est le district industriel italien. Soutenons l'implantation de ce modèle en France. Une centaine de territoires ont été labellisés. Alors, tout n'est pas à jeter dans les politiques qui ont été faites, mais c'est quand même l'idée de dire, on a un modèle générique que l'on déploie un peu partout. Quelques années après, le modèle n'était plus le district industriel italien, c'était le cluster, c'était la Silicon Valley, donc des territoires plus denses, où l'enjeu était de rapprocher le monde de la recherche, le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Le gouvernement a mis en place et labellisé des pôles de compétitivité, c'était la version française, du cluster. Là encore, 71 pôles labellisés. On a le sentiment d'avoir identifié la politique générique de développement économique. Et puis plus récemment, j'ai envie de dire, il me semble que le modèle a encore changé quand on s'interroge sur comment créer des richesses et de l'emploi en France. Certains collègues avec lesquels on est en désaccord assez fort, mais on est là pour ça, produire du débat et puis se battre à coups d'arguments et d'éléments de preuve, disent, si on veut favoriser la création de richesses et d'emplois en France, il faut soutenir quelques très grandes villes, les métropoles, parce que c'est là que ça innove, c'est ces territoires-là qui sont les plus performants, ce sont des territoires qui sont attractifs. Et puis pour les autres territoires, alors selon les chercheurs, le discours varie. Pour certains, pour les autres territoires, c'est pas très grave, parce que si on met le paquet sur les métropoles, on va créer plus de richesses. Si on crée plus de richesses, l'État récupérera plus sous forme d'impôts, et donc on pourra dédommager les perdants. On pourra solvabiliser les transferts sociaux. Pour d'autres, certains collègues disent, pour les autres territoires, bon, on sait, l'innovation, ça se passe dans les grandes villes, dans les métropoles. Les autres territoires, ils ont intérêt à se positionner en complémentarité, en se focalisant sur l'activité présentielle ou résidentielle, en quelque sorte, pour que l'élite métropolitaine vienne se reposer le week-end, pendant ses vacances ou à la retraite, dans des environnements plus tranquilles et plus calmes, et donc faites en sorte que l'air soit pur dans les campagnes, que le cadre de vie soit joli, et focalisez-vous sur cette économie présentielle ou résidentielle. Alors, moi, dans mes travaux, je travaille pas mal avec un collègue sociologue, Michel Grossetti, qui est en poste au CNRS à Toulouse. On passe à l'épreuve des faits, justement, ces discours-là. Et notamment, on a pas mal écrit sur la question, est-ce vrai que les métropoles sont les territoires les plus performants? Et quand on brasse les statistiques de manière un peu rigoureuse, la réponse à laquelle on parvient, est-ce que les métropoles sont plus performantes? C'est la réponse classique de l'économiste à toute question, ça dépend. Ça dépend. On a des grandes villes qui marchent bien. C'est toujours les 6 mêmes, en fait. Toulouse, Nantes, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Lyon. Et puis on a des grandes villes qui sont dans la moyenne des performances de la France. Et puis on a des grandes villes qualifiées de métropoles, instituées métropoles, qui sous-performent, qui ont des performances bien inférieures à la moyenne des territoires. Rouen, Nice, Saint-Étienne, par exemple, sont des grandes villes qui vont plutôt pas très bien. Et puis surtout, et là c'est un gros message vu l'auditoire, on a plein de territoires hors métropole
qui marchent très bien, et d'autres moins bien. Dans un petit bouquin là, que j'ai publié il y a un an, là, sur dynamique territoriale, éloge de la diversité, je commence l'ouvrage par ça. Quel est le territoire le plus performant en termes de création d'emplois privés depuis la crise? C'est Vitré. Vitré, ville moyenne, pas très loin de Rennes, et c'est pas de l'économie présentielle résidentielle qui fait la force de Vitré, hein. C'est de l'économie productive, beaucoup d'entreprises dans différents secteurs industriels qui font que ce territoire est particulièrement performant. Vire également, bonne performance, Issoire, Figeac. On a tout un ensemble de villes dites moyennes et d'autres territoires plus petits, hein, qui marchent très bien. Et puis d'autres qui ne marchent pas bien du tout. Et donc, en fait, quand on regarde, et regardez, les derniers rapports du CGET sont très éclairants par rapport à ça, quand vous regardez une carte de France et que vous cartographiez la performance, la capacité à créer de l'emploi, on n'a pas une opposition grande ville, petite ville, on a une opposition entre des grands espaces macro-régionaux. En fait, les territoires qui créent pas mal d'emplois, plus d'emplois, c'est l'ouest de la France et le sud-sud-est de la France. Et les territoires qui vont mal, en tout cas qui ont plus de mal à créer de l'emploi, c'est un grand quart nord-est. Et puis cette diagonale un peu aride là, qu'on a bien identifiée. Et donc, ce que nous, on dit, c'est sortons de cette obsession métropolitaine, sortons de ce récit métropolitain qui fait croire que pour créer des richesses et de l'emploi, pour innover, il faut être dans des très grandes villes. C'est faux. Et donc tout le travail de terrain aussi que je mène, quand je me balade sur tous les territoires, je rencontre plein d'entreprises, certaines très innovantes, inscrites dans la mondialisation, et ça ne se limite pas. Je viens de Nouvelle-Aquitaine. Hein. L'innovation en Nouvelle-Aquitaine ne se limite pas à l'espace Darwin au centre de Bordeaux. Il y a des gens qui innovent ailleurs. Un des terrains, moi, que j'ai trouvé assez fabuleux à explorer, c'est le plateau de Millevaches. Eh bien, sur le plateau de Millevaches, alors densité faible, hein, il se passe des choses étonnantes. Et il y a des entreprises, il y a des gens qui créent des entreprises tout à fait intéressantes. Donc il faut, moi, enfin, un des messages à la communauté des chercheurs, c'est aller voir ce qui se passe sur ces territoires-là et donner à voir ça. Alors, bon, dans un texte, alors qui a pas mal diffusé, on a fait un peu de marketing de la recherche, hein, on a cherché un bon acronyme pour, voilà, avec mon collègue Michel Grossetti, on a écrit un texte qu'on a intitulé « La mythologie CAM, hein, comment s'en désintoxiquer ». Et donc la CAM, hein, c'est l'acronyme de compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et ce qu'on dit, c'est qu'au-delà de la question simplement de la métropolisation, il nous semble que la façon dont les territoires à toutes les échelles pensent leur développement est structurée dans les représentations par ces 4 termes. Dans un contexte de mondialisation, il faut que mon territoire soit plus compétitif que le territoire d'à côté. Ça signifie donc qu'on se pense trop souvent en concurrence entre les territoires. Et puis, pour s'en sortir, il faut être attractif. Il faut attirer de l'extérieur. C'est ça qui va faire qu'on va se développer. Pour certains, ça ne peut se faire que dans les métropoles, donc le M de l'acronyme. Et puis, au sein de ces territoires-là, il faut soutenir l'excellence. Alors, moi qui suis chercheur, l'excellence, matin, midi et soir, on nous en parle, quoi. Il faut qu'on soit excellent dans la compétition mondiale, parce que classement de Shanghai, etc. Je ne vais pas développer trop autour de ça, mais dans le texte qu'on a rédigé, c'était passer à l'épreuve des faits les 4 termes. Et peut-être, et en lien avec le sujet, peut-être je vais juste insister sur le premier terme, ce sentiment que beaucoup de territoires ont d'être en concurrence les uns avec les autres. Parce que ça structure trop l'action publique et ça conduit à ce qu'on appelle des courses aux armements. C'est-à-dire que chaque territoire est prêt à mettre de plus en plus d'argent pour attirer une entreprise et qu'elle vienne se localiser sur son territoire plutôt que sur le territoire d'à côté. Et ce que ça produit collectivement en France, je pense, c'est qu'on est dans des configurations que les économistes appellent des configurations de dilemme du prisonnier, en fait. C'est que tous les territoires mettent de plus en plus d'argent. À la fin, les positions des différents territoires restent à peu près les mêmes. Mais on a un basculement des dépenses qui avant étaient prises en charge par le privé sont de plus en plus prises en charge par la collectivité publique. Et ça pose un petit problème en termes d'atteinte de l'intérêt général. Et cette problématique de la concurrence, on la retrouve, et alors je ne dis pas que c'est le seul déterminant, mais quand même, dans ce que j'observe sur les territoires, cette concurrence, on la retrouve en matière d'offres commerciales. Et le fait qu'on ait des territoires pas très loin les uns des autres, qui tous veulent avoir en périphérie leur grande zone commerciale, parce que sinon c'est la commune d'à côté ou l'interco d'à côté qui va en bénéficier. Ça a fait exploser l'offre commerciale en périphérie.
Et on est dans un jeu, on n'est pas dans un jeu gagnant-gagnant, on est plutôt dans un jeu perdant-perdant, parce qu'au bout d'un certain temps, qu'observe-t-on effectivement des problèmes de dévitalisation des centres-bourgs sur tous les territoires. Moi, je l'ai observé, alors c'est pas du tout pour stigmatiser ces territoires-là, parce que je pense que c'est général. Je suis en poste à l'université de Poitiers, vous regardez l'évolution de l'offre commerciale sur Poitiers, Châtellerault, et entre les deux, la zone du Futuroscope, ça a été plutôt une guerre. Donc on développe de la surface commerciale sur le Futuroscope. Poitiers réagit, en développe en périphérie, Châtellerault aussi en développe. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le centre-ville de Poitiers, le centre-ville de Châtellerault souffre beaucoup. Alors je sais qu'il y a des politiques en cours, que Châtellerault d'ailleurs est très moteur dans la démarche, je trouve ça très très bien. Donc il y a une prise de conscience, me semble-t-il, qui est vraiment souhaitable. Donc sortir de la concurrence, ce sur quoi j'insiste, parce que quand je développe ce discours en disant attention, il n'y a pas que dans les métropoles qu'il se passe des choses, il y a des choses innovantes, des entreprises intéressantes partout, ce discours, mon sentiment est qu'il passe assez bien, mais bien sûr à chaque fois on interrogeait, oui d'accord, mais c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc moi, ma conviction, c'est qu'il faut justement sortir des modes et modèles. Il n'existe pas de modèle générique de développement économique. À chaque fois qu'on a voulu faire ça et implanter ça, ça ne marche pas. Je ne dis pas que rien ne marche. Pôle de compétitivité, certains marchent, mais ils marchaient avant. Vous prenez un de ceux qui marchent le mieux, c'est l'Aerospace Valley à Toulouse, mais ça marchait même avant la politique. D'autres, pas terrible. Donc il faut sortir de ça. Alors c'est plus compliqué, c'est plus difficile, hein, je ne dis pas que c'est simple. Il faut sortir de ça, et moi, mon sentiment, c'est qu'en tant que chercheur, ce qu'on peut apporter, c'est pas vous dire quel est le modèle de développement, c'est quelles sont les méthodes d'identification des problématiques à traiter et de résolution de ces problèmes. Donc on peut apporter un discours de la méthode, me semble-t-il, plutôt que vous raconter le nouveau modèle de développement économique à développer. Et donc ce discours de la méthode, notamment sur les questions de... Alors c'est vrai pour la question de Action Cœur de Ville, mais je pense que c'est vrai pour tous les sujets. Un des premiers mots d'ordre, ce serait de dire « Arrêtez de vous penser en concurrence avec le territoire d'à côté, pensez-vous en complémentarité, et quand vous avez des problématiques spécifiques sur votre territoire à traiter, interrogez-vous dans quelle mesure je n'aurais pas intérêt à échanger avec le territoire d'à côté qu'à des problèmes similaires, pour qu'on réfléchisse à des réponses communes et qu'on mutualise les ressources pour avoir une force de frappe plus grande. » Ça peut sembler tout bête, mais je me rends compte que souvent ce n'est pas fait. Par exemple, je reprends mon petit exemple picto-charentais, Poitiers-Châtellerault, c'est évident que la politique d'offre commerciale sur cet axe-là, elle ne doit pas se penser simplement à l'échelle de Grand Poitiers ou à l'échelle de la communauté d'agglomération de Châtellerault, elle doit se penser à l'échelle du SCOT, on va dire. À cette échelle-là. On ne peut pas... Il faut arrêter. Voilà. Si on ne fait pas ça, on rate plein de choses. Et sur beaucoup de territoires, on oublie de faire ça, parce que justement, on se sent en concurrence avec. Donc raisonner à des échelles plus larges. Deuxième, peut-être conviction aussi, alors qui s'appuie sur les travaux que j'ai pu mener, sur tous les sujets, on se rend compte que la réponse, et c'est pour ça que c'est pas simple, les réponses politiques doivent être nécessairement multi-acteurs, multisectorielles, multi-échelles. Je vais prendre l'exemple de ce sur quoi je travaille le plus, la question du développement économique. La régularité que j'observe sur tous les terrains sur lesquels j'ai travaillé, c'est que les réponses en termes de politique pour faire du développement économique ne relèvent pas de politique du développement économique. Ça relève fondamentalement et avant tout politique formation emploi. Ça relève politique du foncier, ça relève politique du logement, du transport, etc. Le problème numéro 1 que rencontrent aujourd'hui beaucoup d'entreprises partout en France, c'est la question du recrutement. Des entreprises qui veulent recruter, qui n'y arrivent pas. Et elles n'y arrivent pas, parfois parce que les formations n'existent plus. Elles n'y arrivent pas, parfois parce que les gens, justement, n'ont pas les moyens de transport pour venir sur leur lieu de travail. Elles n'y arrivent pas parce que parfois, quelqu'un viendrait bien prendre le poste, mais quid de l'emploi du conjoint. Donc il y a tous ces problèmes. Et la réponse, quelle est-elle? La réponse, elle n'est pas simple. C'est qu'il faut que ça bosse entre les services développement économique, transport, logement, etc. Formation et emploi. Il me semble que sur, en tout cas, les éléments que j'ai pu voir aussi, et sur lesquels travaillent les collègues, il me semble que cette question de la revitalisation des centres-villes, c'est pareil. Il me semble que les territoires qui arrivent quand même, ou qui ont limité la casse, on va dire, ce sont des territoires qui ont pensé pas simplement une politique d'offre commerciale, mais une politique d'offre commerciale, politique de logement, politique culturelle, ça a été évoqué, politique de transport, etc. C'est ça. Bon. Je sais que c'est très compliqué, c'est sans doute
pour partie pour ça que ça ne se fait pas assez. Mais sur tous les sujets, il faut aller vers la transversalité, quoi. Il faut que les acteurs publics, privés arrivent à bosser ensemble. Il faut qu'au sein des organisations publiques, on fasse du transversal. Moi, je suis sidéré encore de voir, alors ils en ont conscience, parce que j'ai échangé avec certains, au sein des conseils régionaux, vous avez un service développement économique qui ne discute pas et qui échange très peu avec le service emploi-formation, qui ne discute pas avec le service agriculture, parce que l'agriculture, c'est à part, le tourisme aussi, etc., etc. Et il me semble que dans certaines collectivités, idem. Je ne suis pas sûr que quand on réfléchit à l'offre commerciale sur un territoire, on connecte ça aux autres dimensions de l'action publique. Et ça me semble être un incontournable si on veut faire des choses, intéressantes. Dernier message peut-être, parce que c'est en ça qu'il me semble que le programme Action Cœur de Ville et ce qui est initié sur territoire de l'industrie va plutôt dans le bon sens. Ça consiste à dire, sortir du modèle, ça veut dire aussi sortir d'une autre façon de produire du modèle, très à la mode chez les économistes, qui consiste à expérimenter puis à généraliser. On va expérimenter une politique, on va voir si elle est efficace, et si elle est efficace, généralisons à l'ensemble des territoires. Ça ne me semble pas être pertinent parce que c'est une autre façon de produire du modèle. En revanche, il y a un enjeu extrêmement fort à se dire, on reconnaît que les territoires diffèrent, les contextes territoriaux sont très différents, on n'a donc pas un modèle unique de développement des territoires. Il faut faire du sur-mesure, pas du prêt-à-porter, on va dire. En revanche, l'État, j'ai envie de dire les régions, ont intérêt à donner à voir ce qui s'invente sur les territoires, à l'ensemble des autres territoires. Pas pour répliquer et reproduire ou imiter, pour donner à voir que ça serve d'exemple sur ce qui a été inventé sur tel territoire, compte tenu de ce contexte-là. Voilà ce que des acteurs ont inventé pour résoudre leurs problèmes, et que d'autres territoires puissent s'en inspirer. Il me semble qu'il y a un enjeu vraiment très très fort là-dessus. Donc si le CGET, si les différents ministres peuvent donner à voir ce qui s'invente sur des territoires qu'on ne voit pas assez, il me semble que ce serait utile. Et puis un dernier petit mot, sur un autre enjeu, ce que je vous disais dans ma première partie, c'est qu'effectivement, quand on regarde la dynamique des territoires, la distinction ville moyenne, grande ville, nous on ne la voit pas dans les performances économiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence. Il y a notamment, et ça a été un peu évoqué, il peut y avoir des problématiques en matière de ressources d'ingénierie des territoires. Donc les différences qu'on observe, c'est moins sur la dynamique privée que parfois sur les ressources publiques qui sont mises à disposition des territoires. Et dans les grosses agglos, on a les moyens humains, on a les services, etc. On a l'expertise pour penser une stratégie, pour faire de l'ingénierie de projet, etc. Sur des villes moyennes ou petites, on n'a pas ça. Et donc là, il y a un rôle, me semble-t-il, très important, à la fois de l'État au sens large, des régions, etc., pour apporter de la ressource humaine, avant tout, aux différents territoires. Donc voilà, c'est prendre acte du fait, on n'a pas de modèle générique, mais on a plein de choses qui s'inventent à plein d'endroits, donc donnons ça à voir, et puis que l'État, les régions accompagnent les territoires qui n'ont pas les moyens suffisants en interne pour penser leurs projets adaptés à leur contexte territorial. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier Bouba-Olga. Je vais maintenant proposer à Madame Cailleux, Caroline Cailleux, de bien vouloir nous rejoindre autour de la table, à Bernard Blanc, à Henri Bava et à Marc Barani. Bien, notre économiste universitaire nous a parlé du modèle CAM. Compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Moi, j'ai envie de retenir juste les voyelles, c'est-à-dire attractivité et excellence. Je pense que ça vous ira, Madame le maire. Ça me dit, en effet, c'est un de nos grands défis, bien sûr. Voilà, alors évidemment, là, on a 1 heure pour démontrer que comment faire pulser le cœur des villes, comment trouver un nouveau souffle. Et pour ça, nous avons réuni, je vais commencer par vous, madame. Vous êtes maire de Beauvais, mais vous représentez ici les maires de France, les maires de tous ces territoires. Ici dans des villes moyennes. Oui, oui. Ma collègue qui représente l'AMF qui est là, on va se répartir la tâche. D'accord, d'accord. Et nous lui passerons la parole si elle veut intervenir bien volontiers. Nous
Nous avons invité aussi Bernard Blanc, parce que nous voulions absolument qu'il y ait un maître d'ouvrage qui, par le passé, nous a démontré, quand il était à la tête d'Aquitanis, comment on pouvait expérimenter sur la question essentielle du logement. Et là, dans sa nouvelle vie, si je puis m'exprimer ainsi, dans sa loci, dont on va parler, qui nous renvoie évidemment au genius loci, qui est quand même une très très belle idée, le génie du lieu, eh bien, il développe d'autres formes d'expérimentation aux échelles de ces territoires-là. Nous avons Henri Bava, un paysagiste. On pourrait dire que l'agence Terre, ça fait 30 ans de recherche sur le territoire, sur les territoires, et pas uniquement en France, parce que l'agence Terre, je ne parle même pas de la Chine aujourd'hui, mais elle travaille beaucoup en Allemagne. Et Henri Bava a étudié à Karlsruhe, justement, et enseigne là-bas. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que peut-être dans l'espace rhénan, eh bien, il y a aussi des échanges qui peuvent être faits. Il est Grand Prix de l'urbanisme et un Grand Prix de l'architecture, Marc Barani, qui évidemment, il travaille beaucoup dans des métropoles, mais là, on ne va pas lui en vouloir, mais on va peut-être l'inviter à parler justement de territoire. Et il se trouve qu'il a expérimenté à l'échelle d'une petite commune de Montsartou, par exemple, pour ne pas parler d'Arles. Alors, je disais comment faire pulser, comment trouver un nouveau souffle. Évidemment, on pourrait parler du moteur social. Hein. Le moteur social, on a beaucoup parlé d'Europan déjà ce matin, je vais continuer. Une opération phare de l'Europan, ce sont ces logements à Saintes, voilà, de l'équipe BNR. Un travail absolument extraordinaire, une architecture non expressive, vous voyez, quelque chose qui est vraiment dans le lieu. Voilà, et on pourrait dire que c'est presque une icône de cette infiltration, justement, dans des territoires existants. On pourrait parler aussi du moteur éducatif. Le moteur éducatif est là pour ça. Nous avons un merveilleux exemple là, qui vient d'ouvrir la dernière rentrée universitaire, c'est le pôle universitaire d'Amiens, au cœur de la cathédrale lapsus, parce que justement, depuis la cathédrale, il y a une ponctuation d'événements dans le territoire amiénois jusqu'à cette citadelle imprenable, et l'armée a donné les terrains à l'université. C'est quand même un très très joli symbole. Et puis il y a le moteur culturel, bien sûr, on en a parlé déjà. Alors là, il y a pléthore d'exemples. Colmar avec le musée Unterlinden, Rodez avec le musée Soulages, Lens évidemment avec le Louvre-Lens, et évidemment Arles. Tous les yeux sont tournés vers Arles en ce moment, et Marc Barani évidemment va être questionné là-dessus, parce qu'il n'y a pas que Franck Gehry, il y a aussi Marc Barani, il y a aussi Bas Metz, parce que c'est aussi par le paysage. Donc voilà, on va parler d'architecture, d'espace public, de patrimoine. Alors, Madame la maire, quand on voit cet agenda de la reconversion, de la reconquête, repenser l'espace public, quel est celui que vous choisiriez en premier? Quel est celui qui vous motiverait le plus? Vous allez bien prendre le micro. Je pense, comme l'ont dit les deux ministres d'ailleurs en ouverture, je pense qu'il faut tout choisir et faire travailler en transversalité. Les villes à la tête desquelles nous sommes, les villes moyennes, vous en avez parlé, sont des villes de 20 000 à 100 000 habitants, qui sont des pôles de centralité, souvent, je dirais, des villes à la campagne. C'est-à-dire des villes qui irriguent un tissu rural autour et qui ont, elles, les charges de centralité et la responsabilité de dynamiser ce territoire. Alors vous le dynamisez évidemment par la qualité de vie que vous procurez à vos habitants, vous le dynamisez par les services publics que vous avez mis en œuvre. On a parlé de culture, de médiathèque, de bibliothèque, d'école de musique, on parle aussi de théâtre. Je pense évidemment au théâtre de Beauvais qui est en train d'être construit, un théâtre labellisé Scène Nationale, et c'est cet ensemble, avec évidemment le logement et avec des entreprises et des commerces qui font que l'image d'une ville est positive et que les habitants viennent s'y installer ou viennent y travailler. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé des métropoles tout à l'heure et j'ai apprécié ce que vous avez dit en disant qu'il n'y avait pas un vrai modèle. Il y en a un néanmoins, c'est la recherche de la qualité de vie, de l'image de la ville et de ce qu'elle peut offrir à ses habitants et à nos concitoyens. Donc c'est ça notre pari de maire de ville dans cette strate-là, entre le nombre d'habitants que j'ai cité tout à l'heure. Mais je pense qu'au-delà, bien sûr, il y a... vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait concurrence.
il y en a une néanmoins. Et c'est pour ça que nous avons aussi le défi de relever des spécialités dans nos territoires, des pôles d'excellence dans nos territoires, qui font que si on veut se lancer dans l'agro-industrie, l'agro-business, on vient à Beauvais. Si on veut être plus spécialisé dans les nouvelles technologies, il y a l'UTC d'Amiens, de Compiègne qui rayonne aussi. Donc finalement, quelque part, nous avons tous un peu une accroche spécifique, un modèle spécifique qui fait que nous avons pu nous tailler une place dans cette concurrence qui existe quand même, je vous le rappelle, à l'intérieur des territoires. C'est sans doute plus facile dans un territoire où il n'y a pas une métropole extrêmement importante. Je pense aux relations entre Albi et Toulouse, Albi étant une ville moyenne adhérente de notre réseau. Et encore, dans les Hauts-de-France, la nouvelle grande région aujourd'hui, la grande métropole, c'est Lille. Après ça, vous avez Amiens, vous avez Beauvais, Compiègne, Creil, Saint-Quentin dans l'Aisne, et puis tout le bassin Nord-Pas-de-Calais, Arras, etc. Donc chacune de ces entités essaye évidemment d'apporter une qualité de vie à ses habitants qui est finalement notre priorité. Si nous voulons que nos villes ne meurent pas, il faut que les habitants viennent y vivre, qu'ils y trouvent du travail. Et là, je rejoins ce que vous disiez. On a beaucoup d'entreprises, enfin moi j'ai la chance d'avoir des entreprises qui aujourd'hui ont de la peine à recruter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un train qui va Beauvais-Paris en moins d'une heure, parce qu'il y a un certain nombre d'inconvénients quand vous n'êtes pas sur la ligne de TGV Paris-Amiens-Lille, qui est évidemment un peu plus séduisant pour des cadres qui veulent s'installer dans la région. Puis vous avez l'enseignement supérieur, vous avez un certain nombre de composantes qui font l'animation et la vitalité du territoire. Et donc, moi, je me réjouis évidemment de ce programme Cœur de Ville parce que c'est un focus qui est remis depuis un an sur cette strate de ville et qui nous donne finalement un challenge à relever, des défis à relever avec un nouvel urbanisme, avec un nouveau cadre de vie, avec des nouveaux projets culturels transversaux qui vont permettre de séduire des habitants et des cadres pour venir travailler et vivre dans nos villes. Donc vous considérez que le portrait qu'on a fait, Monsieur Bouba-Olga, est juste sur la complémentarité. Elle est possible. Elle est non seulement souhaitable, on l'a compris, mais parce que ça il l'appelait de ses voeux, mais vous confirmez que c'est possible sur le terrain, que vous pouvez l'organiser. Ça me paraît indispensable. C'est sans doute pas toujours facile à organiser, mais ça me paraît indispensable. Mais ça veut dire au-delà des frontières. L'expérience que j'en ai, je pense que vous ne pouvez pas, on peut pas développer nos villes, ramener de l'économie, ramener de l'emploi, ramener de la vie, s'il n'y a pas une offre qui est plurielle. J'allais dire, vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y ait pas je parle devant un paysagiste, des espaces verts de qualité, des parcs, des logements de qualité avec peut-être des nouvelles typologies de construction, bien évidemment, mais aussi forcément cette qualité de vie qui séduit et qui permet à des habitants de venir habiter chez nous. Je vais vous faire une confidence. Nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, une étude d'impact pour essayer de comprendre, enfin un sondage, pour essayer de comprendre si nos habitants aiment les villes moyennes. Eh bien, on s'aperçoit en fait qu'elles sont plébiscitées, qu'ils ont envie d'y rester, mais qu'ils sont conscients qu'il y manque encore un certain nombre de services qui leur permettrait de vivre plus agréablement que dans une métropole, mais néanmoins, il manque plus de santé, plus d'enseignement supérieur, plus de services publics. Donc c'est là, je dirais non pas la quadrature du cercle, mais c'est là aussi les défis que nous avons à relever. Et Action Cœur de Ville nous a mis autour de la table pour les relever. Alors Bernard Blanc, l'un des grands défis, c'est l'habitat, c'est justement de reconquérir ces cœurs de ville aussi, parce qu'on s'est aperçu que souvent la population, même de ces villes-là, partait en périphérie pour trouver peut-être des logements plus avec un jardin ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est un phénomène. Comment arriver à faire
réhabiter le cœur de ville? Comment vous arrivez, vous qui, justement, vous avez changé j'allais dire, d'échelle, de projet, où vous étiez quand même dans des grandes métropoles, avec un actif absolument extraordinaire de Saint-Nazaire à Bordeaux et autres, j'en passe, c'est des meilleurs, avec des grands architectes, mais là aussi, vous invitez des grands architectes à travailler sur des territoires comme ça, dans une finesse d'approche. Donc, quelle est cette nouvelle philosophie? Alors, je vais répondre aussi à la première question posée. Vous pouvez. L'intervenante précédente. Quel est mon territoire préféré? Moi, je vais citer un tout petit territoire qui s'appelle Loupiac, qui est à 1 heure de Bordeaux. On est dans le vignoble du Sauternes. Pas mal. Et depuis 3 ans, c'est pour nous un laboratoire rural d'innovation urbaine absolument incroyable. Donc, et la question qui nous est posée par l'équipe municipale, c'est comment je fais revenir des habitants, et il nous faut un nouvel habitat pour ça. Du moins, il pose la question du besoin en logement. Et moi, ce que je note, effectivement, on a passé 15 ans à être l'aménageur le plus important de la métropole. On a déroulé sur 10 ans 6 énormes ZAC, on en déroule encore une. Et ce que je note, c'est quand on va dans ces territoires du lointain, comme disent les urbanistes aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus les nommer, ces territoires-là, quand on n'a pas le mot de métropole, quel est le mot qu'on utilise? C'est assez étonnant, il n'y en a pas vraiment. Des territoires détendus, je crois. Détendus. Je contrôle ouais, de mais ça, c'est l'économiste. la logique du marché. Moi, je préfère lointain, parce que c'est plus poétique. Oui. C'est plus poétique, je suis ça d'accord. introduit une dimension paysagère qui est beaucoup plus intéressante. Mais ces territoires-là, effectivement, ils expriment un besoin, et nous, on y est de plus en plus présents. Aujourd'hui, l'aménageur aquitaniste n'est plus présent qu'en territoire rural pour faire de l'aménagement, parce qu'il y a vraiment, c'est des territoires absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il nous pose tout le temps, d'entrée de jeu, une question très technique. On rentre toujours par de la procédure, par un besoin qui est je dois finaliser ou réviser un PLU, je dois rentrer dans le PLUI qui est en train de se terminer, j'ai un problème hydraulique, et ils ont toujours, quand nous arrivons, sur le dos, des bureaux d'études techniques. Et dans le fond, on arrive à un moment de non-agir, puisque les bureaux ont excellemment fait leur travail, et ça mène nulle part. Et on se dit, mais dans le fond, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Et donc nous, on rentre par le besoin du logement, et on dit non, c'est pas la question. On se permet de dire aux maires, aux équipes municipales, de notre point de vue, ce n'est pas la question que vous devez poser à un intervenant externe qui viendrait faire de l'ingénierie sur votre territoire. Et donc, on va prendre le temps de se poser les questions des, entre guillemets, vrais besoins. Des besoins qu'on n'a pas su prendre en compte, pas su exprimer. Et en règle générale, il y a 2 choses qui émergent. La question du lieu, on en parle tout le temps. Il y a bien une question de forme urbaine. Il y a quelque chose à travailler. Et très vite, la question des liens. Et se pose très très vite la question de l'identité du lieu. Et donc, comment on va accompagner cette création double d'une forme physique, matérielle, et d'une identité qui est immatérielle par une nouvelle approche, un nouveau processus. Alors nous, effectivement, on l'attrape via la question de l'habitat, mais on l'a élargi et on n'attrape même pas par la question de l'architecture, parce que sur ces territoires-là, c'est une question qui fâche. On voit très bien qu'on arrive à un bug, surtout quand on est un opérateur urbain venant de la métropole. On va nous parler de formes très contemporaines, de toits plats, de densité, de hauteur, etc. Et ce qui est inconcevable pour des maires de territoires ruraux, détendus ou lointains. Donc on ne parle surtout pas d'architecture, d'entrée de jeu, on parle de paysage, qui englobe la question de l'architecture, me semble-t-il, et on va s'accorder à construire une autre figure ou une préservation de cet élément de patrimoine qui est le paysage. On va le re-regarder ensemble. Donc nous, on a un outil très, très simple, c'est on refait un diagnostic en marchant sur le territoire avec tous les habitants de la commune, et puis on va déciler le regard par rapport à ça et redécouvrir la dimension patrimoine architectural, en particulier chemin faisant. Et puis, la deuxième condition qu'on pose pour faire projet, c'est les liens au travers de la participation citoyenne. Dans la ruralité, dans les petites communes, Loupiac, c'est 900 habitants. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez faire un projet urbain en embarquant 900 habitants. Et pas en laissant 20 de côté ou 30. À un moment donné, vous pouvez embarquer tous les habitants. Donc, la question qu'on pose
au conseil municipal, au maire, c'est jusqu'où allez-vous dans votre conception de la participation citoyenne sur votre territoire. Et on va tirer le fil en fonction de ce qu'il nous répond sur cette question. Et la troisième, le dernier élément qui va faire processus de projet, c'est bien évidemment la transition écologique. On ne peut plus faire l'impasse sur cette dimension et l'architecture va devoir être revue de fond en comble par rapport à cette question de l'écologie. Et coup de chance pour nous, l'architecture vernaculaire, elle était extrêmement vertueuse par rapport à la question écologique. Et donc on va pouvoir se ressaisir du déjà là en termes de patrimoine architectural pour interroger les nouvelles formes urbaines qui devront être forcément un peu plus contemporaines. De fait, elles le seront, puisqu'elles seront de notre moment. Voilà un petit peu le voyage qu'on fait. Et moi, je trouve que Loupiac, 900 habitants Sauternais, il y a encore du vin. Il est en bio aujourd'hui, profitez-en. C'est un laboratoire qui est pour nous très puissant aménageur métropolitain, une redécouverte, une réinvention de notre métier. Et je pense que fondamentalement, ça a été évoqué, je crois que les plateformes d'ingénierie doivent renouveler leur boîte à outils face à ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir comme on va sur une métropole. C'est plus la même histoire, me semble-t-il. Vous plaidez pour un re-engineering, je me souviens de ce que vous déjà défendiez quand vous étiez à la tête d'Aquitanis, vous étiez sur ce sujet-là, déjà. Oui, absolument, il faut reprendre des processus, il faut relire le projet comme un processus très ouvert, il faut accepter qu'une des qualités essentielles de nos métiers, c'est la très longue durée et c'est la sérendipité. Vous savez, cette qualité que l'on accorde à la découverte, chemin faisant qu'on va faire, et les pépites qu'on trouve, il faut les travailler, les faire fructifier. Et je crois qu'on ne parle plus du tout, nous, avec un déroulé de modèles ou de procédures, on part à la découverte. C'est un petit peu plus casse-gueule, mais comme on a une très grande appétence de la part des citoyens de la commune qu'on a travaillé dans ce sens-là, en règle générale, on arrive à avoir un travail en complicité avec les équipes municipales et avec les citoyens, qui nous permettent de faire un peu ce qui peut ressembler au début, un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais tirer des bordées, je vais aller faire le pirate à droite à gauche, et puis on verra bien, je vais amasser. Ça, c'est pas rassurant pour une équipe municipale au début. Mais dans le fond, quand on le fait avec 900 habitants d'une commune, tout le monde se réassure. Et on va dépouiller la chose, la retravailler, et finalement on arrive à quelque chose qui est une sorte de complicité, de connivence entre des équipes d'ingénierie et des citoyens et des équipes municipales d'un territoire donné. Alors Henri Bava, le mot paysage a été lâché, c'est pas par hasard, parce que vraiment on peut parler déjà d'un paysage urbain, ça existe, et que le paysage c'est au sens large, parce qu'après on peut parler évidemment du grand paysage. On a l'impression aujourd'hui que précisément dans cette redéfinition de l'approche, la question paysagère, elle devient majeure et pas uniquement pour faire vert. On sent que ça dépasse ça, qu'il y a quelque chose là une relation intellectuelle, un paysage, du construit, même à voir avec de l'économie qui est liée à tout ça. Quel est votre sentiment justement depuis le début de votre travail? Comment vous arrivez aujourd'hui à aborder un projet de paysage dans des communes de cette échelle-là? Tout d'abord, je suis très heureux d'intervenir après les deux premiers intervenants qui, pour moi, sont paysagistes. Ce que vous venez de dire était complètement lié au paysage, comment travailler dans un contexte, dans les interrelations d'un contexte, et y compris M. Olivier Bouba-Olga, vous avez parlé d'un projet adapté au contexte à chaque fois, donc très identitaire et pas du tout un modèle à appliquer partout. Vous avez parlé donc de raisonner à des échelles élargies. Donc ce qui est important dans le paysage, c'est de travailler effectivement sur des sites, mais regarder tout autour. Donc l'horizon, il y a toute une série d'horizons, de contiguïté, de continuité. Et puis, vous avez parlé aussi de transversalité. Donc comment comprendre ces interactions avec un site, avec un contexte, avec un patrimoine déjà là. Le patrimoine, il est architectural, il est humain, il est culturel, il est social, il est paysager. L'agriculture, vous avez parlé, madame, donc de ville à la campagne. Donc on est en présence de villes à la campagne, des villes à partir desquelles on arrive, on les voit de loin, on voit leurs silhouettes, on les comprend, et elles sont en contiguïté, et parfois elles tournent le dos
à une géographie importante, elles tournent le dos à une rivière, où elles sont insuffisamment connectées, associées à une géographie majeure, ou à des champs, à une agriculture. Donc souvent, la plupart du temps, on essaye de démarrer tout de suite avec ce patrimoine. J'ai appris dès les années 90 à travailler immédiatement avec la population, avec les citoyens. Donc, vous parliez de concertation tout de suite. Faire en sorte que cette concertation elle ne soit pas après coup, après les premières idées. Quand on parle de contexte, on parle d'humain, on parle de mode de vie, de culture et de cette mise en relation. Et donc avoir peut-être tous les ennuis dès le début, tous les desiderata, tous les souhaits, tous les problèmes, partir avec. Et en même temps, tous les potentiels, tous les plaisirs, parce que le paysage, c'est une perception, ce sont des interrelations, on l'a dit, c'est une manière de regarder le contexte, mais c'est aussi le goût du paysage. On a une biennale à Versailles, une biennale du paysage et d'architecture, qui va avoir en partie pour thème le goût du paysage. Vous parliez de Loupiac. Tout de suite, on imagine bien sûr le goût, on imagine les terroirs. Donc c'est comment travailler, faire projet avec l'ensemble de ces éléments. Donc on a travaillé avec la géographie, travaillé avec les sols, travaillé avec l'air, travaillé avec cette culture. Donc les sols sont très importants. Il ne s'agit pas d'être en contiguïté avec un paysage intéressant, il faut l'attirer, attirer la nature en ville, faire la ville, repenser les espaces publics, non seulement avec de nouveaux commerces, de programmes, une innovation. L'innovation, elle passe aussi par cet aspect environnemental, nature, en ville, qui va transformer, qui va agir sur le climat. On a un côté bioclimatique qui est important. Et il ne faut pas dissocier, effectivement, ça a été dit déjà, donc l'aspect finalement culturel, commercial, de l'aspect environnemental. Donc, alors la question de l'espace public, elle nous amène aussi à un point très très important dans beaucoup de ces villes-là. Précisément, c'est la reconquête des rivières, des fleuves, de toutes ces berges qui étaient souvent soit délaissées, soit parce qu'il y avait d'autres activités qui empêchaient l'accès. Ça, c'est plutôt métropolitain, mais même il y a le même problème. Donc comment, là, le travail sur le paysage est fondamental, non ? C'est un travail, par exemple, à Libourne en ce moment, avec la ville qui a décidé donc de repenser le rapport à la rivière, à la Dordogne. Donc c'est une bastide, une magnifique bastide. Donc on a un cœur de ville qui était plutôt auto-centré et qu'on ouvre complètement actuellement en repensant les quais. Donc les quais qui étaient jusqu'ici une ceinture de parking. Quand il faut accéder au centre-ville, nous parquons. Et là, pour l'instant, nous parquions tout autour de la ville, mais ces différents parkings créent une barrière difficilement franchissable entre le cœur de ville et la rivière. Aujourd'hui, les parkings ont été relocalisés et les quais ont été réouverts, réappropriés par la population. Ça nous permet de développer le centre-ville, d'imaginer à nouveau une manière de fonctionnement, de commerce, d'activité du centre-ville qui peuvent s'ouvrir jusqu'à l'eau. C'est incroyablement attractif, y compris pour la population, pour la jeunesse. On a des touristes qui arrivent et qui jusqu'ici arrivaient sur les quais en bateau, en croisière, étaient attendus par des bus qui les emmenaient directement dans les vignes, donc au loin. Alors, on essaye aujourd'hui donc de faire en sorte que cette ville est aussi attirante depuis les bords, depuis ces rives qui sont repensées complètement, jusqu'à comment on va infuser vers le cœur de ville, et aussi en longeant simplement les rives, comment on relie le cœur de ville aux vignes, jusqu'aux vignes, comment on relie le cœur de ville à des espaces de loisirs qui sont un peu plus loin, comment on a différents attracteurs qui sont de nature complètement différente tout au long de l'eau. Donc l'eau, c'est finalement le fil conducteur. Nous le faisons de la même manière à Soissons actuellement, la ville de Soissons. Donc l'eau devient le fil conducteur qui nous fait non pas dire que la ville est constituée de composantes très différentes qui ont peu de rapport les unes avec les autres. On parle de centre-ville, d'anciens terrains industriels à repenser, les forains et autres, mais comment, par l'eau, on tire ce fil conducteur qui nous permet de repenser, de créer un cheminement, une promenade, et de retourner petit à petit chacune de ces composantes et de les associer, faire en sorte qu'on a un tissu, des interrelations qui font ville. Donc on est dans
c'est l'urbain, le paysage, pensés ensemble de la même manière. Donc je ne sépare pas l'action des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des élus, et avec la population, donc retisser cette identité, cette exception. Donc chaque commune est une exception. Il faut se concentrer sur cette exception et la faire ressentir, vivre, expérimenter le plus fortement possible. On est loin du modèle, très loin du modèle. Je voudrais demander à Marc Barani qui, les défis, ça lui fait pas peur, puisque tout récemment, il a eu l'immense responsabilité d'intervenir dans le périmètre de l'Institut de France pour révéler justement une pièce exceptionnelle et en faire un auditorium. Et puis, dans des contextes, là, pour le coup, métropolitains, mais vraiment où il y a tous les enjeux de la ville, la question de la mobilité. Je parle là de la station intermodale sur les hauteurs de Nice. On était en bout de ville, on était au bout de tout. Et d'arriver à faire justement de l'urbain, à faire projet, comme le dit si bien Bernard Blanc, j'aime beaucoup cette formule, eh bien, ce défi des cœurs de ville, c'est le même finalement, c'est toujours la même idée de trouver un fil conducteur. Comment tu vois ce sujet ? Je le vois avec l'œil ou le prisme déformé de celui de l'architecte, mais ce que je retiens de tout ce qui a été dit, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure où on rentre dans des cas concrets, on passe de l'idée de modèle, qui est très liée à l'ère du temps finalement, puisque il y a un moment où chaque ville devait être le centre de l'Europe ou le centre du monde, on passe de l'idée de modèle à l'idée de projet. Et comme architecte, je ne sais pas raisonner autrement que comme projet. Alors, on peut faire des projets à partir de situations désespérées ou inattendues, comme celle du tram de Nice, où il y avait un autoroutier qui avait coupé une partie de la ville, la banlieue, en gros 8000 habitants de la ville elle-même. On a introduit le centre de maintenance dans ce nœud autoroutier, prolongé la station terminus, reconnecté la ville à partir d'un projet qui devait être un projet technique. Donc, ces séparations entre technique, urbain, social, économique, quand on a un projet, elles sont gommées. La fameuse transversalité qu'on cherche, souvent elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de projet. Et tu as parlé de Montsartou, je voudrais juste évoquer rapidement cette question parce que je suis intervenu dans cette commune. C'était il y a 20 ans, ça, cette histoire. Oui, un peu plus, oui, c'est ça. Et donc c'était vraiment formateur pour moi parce que c'est un maire, Montsartou, c'est une commune de 10 000 habitants à peu près maintenant, coincée entre Cannes et Grasse. Donc il est originaire de Montsartou, André Aschieri, et puis il se rend compte que sa commune, comme elle a des espaces libres, il y a la déchetterie qui commence à arriver, les autoroutes qui passent par là, les centres commerciaux, et que ça va devenir un no man's land partagé entre grosses infrastructures, puisqu'il n'y a que là qu'il y a de la place, pavillonnaires et centres commerciaux ou zones industrielles. Bon. Et donc, son projet, d'abord, c'est une réaction. C'est sauver sa commune, et il est dans une attitude patrimoniale, régionaliste. Il aime les Tuiles, il aime les Génoises. Enfin, il est dans une idée ancrée, parce qu'il commence à construire son histoire avec le paysage. Et puis, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se fait avec Gottfried Honegger, qui est un artiste de l'art concret, qui vient à Montsartou. C'est le moment où le château, qui est juste à côté du village, ils font leur 1789, est en vente. Donc la commune l'achète. Il avait l'idée de faire le musée des arts et traditions, la vente, etc. Et Gottfried Honegger lui dit non, on peut faire autre chose. Gottfried Honegger, il est dans la lignée de Max Bild, c'est-à-dire qu'il croit que par la culture, on peut faire évoluer le monde, voire le sauver. C'est des modernes, c'est un vrai moderne, hein, je n'ai plus vu depuis. Ouais, un moderne archaïque, il pense que par la culture, on peut tout changer, on peut changer le monde. Ils ont changé des choses. Et donc, là-dessus, commence à se tisser un projet où ils font un musée. Ils commencent à faire des ateliers pédagogiques, c'est les premiers en France. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que pour faire en sorte que les parents viennent voir ces recherches artistiques qui sont liées à l'environnement aussi, hein. Si on fait venir des enfants, c'est plus facile. Il y a une médiathèque qui se met en place, une cinémathèque, qui est aujourd'hui un cinéma d'art et d'essai, alors que même l'exploitant n'imaginait pas une seconde que dans ce territoire il était possible de le faire. Il y a le festival du livre, et petit à petit se constitue donc sur des attitudes qu'on pourrait juger aujourd'hui comme environnementales, hein, puisqu'au départ, alors que ce mot n'existait pas tout à fait à l'époque, sauf qu'il y avait des artistes qui travaillaient sur ces questions-là, comme Adrian Schiz. Et donc, par cette
par ce moteur qui était très clairement là, le moteur de la culture, il a réussi à faire en sorte que, alors c'est accompagné d'autres choses, que sa commune devienne autre chose qu'une cité dortoir ou un lieu qui accueille les infrastructures. Alors aujourd'hui, évidemment, ils ont beaucoup plus de mal, puisque les communes ont moins de ressources à développer et à continuer à développer par le public en tous les cas, et par les financements, il faut le dire quand même, leur autonomie, mais ils se débrouillent de faire des partenariats avec le privé, de continuer leur aventure. Donc, au centre de cette histoire, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y avait une notion de projet. Et cette notion de projet, elle est indispensable. Sinon, c'est des recettes qu'on plaque et qui fonctionnent plus ou moins, parce que certaines fonctionnent. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais vous demander à tous d'identifier, en fait, parce que quand on parle de moteur, on pourrait parler aussi de frein. Il y a des freins au développement. Quel serait pour vous, Madame Merck, le frein que vous voudriez vraiment voir tomber, arrêter tout de suite? Est-ce que sur quel levier on pourrait agir d'une manière extrêmement efficace? Comment vous fixeriez cette priorité? Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, bien sûr. Je ne vais pas parler de matériel, c'est-à-dire d'argent. Malgré tout, c'est aussi le nerf de la guerre. Maintenant, il y a des mécénats que l'on peut mettre en place, il y a des partenariats qu'on peut mettre public-privé. Donc je pense que ce n'est pas fondamental. Ce que je pense, c'est que d'abord, il faut savoir s'entourer, avoir des conseils qui nous aident à pousser les projets, de l'ingénierie. Et il faut qu'on ait aussi, alors là je vais peut-être dire un gros mot ici dans cette salle, des liens plus simples, plus pratiques avec les ABF. Moi j'ai une ville... Il y avait longtemps. Oui, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, parce que souvent ce sont des freins, parce que ça devient trop compliqué. Quand vous êtes dans une ville, alors je prends Beauvais, où vous avez une cathédrale sublime, que tout le monde connaît, j'imagine, mais où vous avez des cônes de visibilité presque partout dans la ville, les projets deviennent compliqués. Il faut dire que c'est l'une des plus hautes d'Europe. Absolument. Et oui, et oui. Et aujourd'hui, les projets sont compliqués à porter. Donc moi, j'aspire à de la simplification et à de l'ouverture d'esprit de la part des grands cerveaux que sont les ABF. Mais je crois aussi que ce sont les élus et la population, parce que les comités de quartier, parce que les dialogues avec nos habitants sont porteurs de projets. Nous avons remis l'eau, on a l'eau, une rivière qui s'appelle le Terrain, nous l'avons remise au cœur de la ville, parce que l'eau au cœur de la ville, c'est quand même symbolique, et puis c'est l'histoire de cette ville, qui était, dont les compétences étaient la céramique et la tapisserie. Donc je crois que c'est important de revenir à l'histoire de sa ville, à son patrimoine, et qu'à partir du patrimoine, en fonction des outils paysagers, urbanistiques que l'on peut mettre en œuvre, ça donne une âme à la ville et ça permet aussi de séduire ses habitants et de les rendre fiers, ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'étais étonnée quand je suis arrivée à Beauvais comme élue, les gens me disaient ah ben non, mais ça on pourra pas avoir, c'est pas pour nous. Ah puis tel concert, ah ben non, il faut qu'on aille à Paris, etc. Et finalement, quand vous faites que les choses deviennent possibles, vous rendez de la fierté aux habitants, vous changez l'image de votre ville. Et voilà, c'est ce que je retiens de mon expérience municipale depuis de nombreuses années, en partenariat, comme vous l'avez tous dit, avec la volonté de nos concitoyens. Alors Bernard Blanc, rapidement, quel serait pour vous le frein dans vous? Parce que là, on sent que vous êtes dans un optimisme. C'est formidable à vous entendre que finalement tout marche. Alors certes, c'est des échelles petites, mais enfin quand même, il y a une sorte c'est une magnifique histoire que vous nous écrivez déjà là. Mais on ne veut pas croire qu'elle est si belle que ça. Il y a bien quelque chose qui bloque. Expliquez-nous ce qui bloquerait. Non, pas d'angélisme, ça galère. Et c'est très long et c'est très dur de faire projet très ouvert sur ces territoires. Et moi, je pense que le plus grand frein, c'est l'absence de regard qu'on porte quand on est dans le rayonnement ou la zone d'attraction d'une métropole qu'on va porter sur ces territoires. Il y a une absence de regard qui fait qu'il y a une absence de mobilisation de ressources. Et quand on a une ressource locale, elle a quelque part, si elle a réussi à s'implanter, elle a un peu préempté son territoire. Et donc il y a une dépendance des élus à un acteur
public, local, qui a sa façon d'appréhender le développement de son territoire et qui n'en sortira pas. Et donc je pense que ça aussi c'est un frein. Retrouver d'autres acteurs, remobiliser des différents acteurs qui sont présents, mais surtout obtenir le fait que c'est toute la politique de Action Cœur de Ville. Hein. Comment je vais remettre du regard, de l'étonnement, de l'intérêt sur ces territoires totalement oubliés, quoi. Et moi, je souscris parfaitement à ce qui a été dit par le grand témoin. Il faut les donner à voir, quoi, dans toute leur ignorance par rapport au territoire métropolitain. C'est-à-dire qu'on balbutie, on avance comme ça, et ça, c'est merveilleux, et il faut le donner à voir. C'est décourageant souvent, et effectivement, moi, je crois beaucoup à ce que nous faisons sur ces territoires-là, mais derrière moi, les équipes souffrent, hein, y compris municipales, et les équipes des opérateurs, quoi. Mais voilà, il faut montrer ça. Il faut montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je crois que la politique qui nous réunit aujourd'hui fait ce coup de projecteur sur ces territoires. En tout cas, vous n'avez pas de frein à l'expérimentation. C'est ça que j'entends. Vous pouvez continuer le même métier, ce qui vous anime depuis le départ. Vous arrivez à le faire dans ce nouveau modèle, comme dirait très bien Olivier Boualga. C'est même une cure de jouvence pour nous. Le modèle métropolitain, de notre point de vue, s'épuise dans ses ressorts d'ingénierie. On est face à des très grosses administrations qui ont développé des expertises en silo. Et effectivement, monter un projet sur la métropole, mais c'est un parcours du combattant aujourd'hui où vous paluchez 5, 6, 7, 8 directions qui sont autonomisées sur la question qui est la vôtre, hein, l'habitat par exemple. Chacune a son mot à dire, y compris jusqu'à la fin de la direction de la nature, par exemple, qui va s'occuper du paysage et qui nous dit pourquoi voulez-vous faire de l'habitat dans ce paysage-là, métropolitain. Bon, on est tout le temps interrogé par ces... Et donc je crois que la chance immense de ces petits territoires, c'est l'absence d'énormes appareils d'administration du territoire, quoi. Alors effectivement, c'est un handicap pour eux, madame, vous l'avez évoqué, vous avez peu de ressources d'ingénierie, ou c'est vous qui l'avez évoqué, mais justement, c'est à nous de constituer des plateformes qui vont se délocaliser d'ingénierie, puisque c'est notre métier. Est-ce que finalement le modèle qui a été ouvert un peu par Patrick Bouchain, parce qu'il a beaucoup développé ça en Auvergne et ailleurs et même dans le Nord, justement sur ces expérimentations sociales et autres, ça vous a donné envie de pousser encore plus loin les recherches ? Ah oui, par exemple, je vais juste citer, si j'ai 30 secondes, vous les avez. Un cas sur Loupiac où, quand on s'est tous accordés sur la forme urbaine qu'allait prendre la réinvention du centre-bourg, est venue la question de l'architecture. Et là, c'est un point d'achoppement dur dans les projets en règle générale, en milieu rural, puisque l'architecture vernaculaire, elle est parfaitement comprise, entre guillemets, des populations locales. Et donc, ce qu'on a inventé comme démarche, entre guillemets inventé, mais ça se fait par ailleurs, hein, on a dit, OK, on va faire un workshop d'architectes, on va prendre les meilleurs architectes métropolitains, dont rêvent les gens de Loupiac. Moi, quand j'ai fait venir un premier urbaniste architecte, on me disait, est-ce qu'on pourrait avoir, puisqu'on sait que vous travaillez avec lui, Philippe Madec, mais je sais que ce n'est pas à son échelle, notre petit territoire. Bon, on a amené Philippe Madec. Et donc, je pense qu'il faut amener le meilleur, il faut amener le plus pertinent, y compris des grands noms du paysage, de l'architecture, de l'urbanisme, et faire avec. Alors, on est moins bien rémunéré, bien évidemment, sur ces territoires-là, c'est clair. Donc il y a un militantisme de la part de l'opérateur. Mais là, par exemple, on a fait autour de Philippe Madec un workshop d'architectes. Et la question que j'ai posée à la population, c'est est-ce que vous acceptez de les héberger pendant un long week-end, un vendredi, samedi, dimanche? Vous les hébergez, vous les nourrissez et ils bossent pour vous. Et on a passé 3 jours absolument incroyables où ils étaient 6 archis venus de la métropole, hein, et qui travaillent avec nous en métropole sur des formes très contemporaines, et qui ont redonné la lecture de l'architecture vernaculaire, et qui ont posé le débat sans dessiner d'architecture. C'est-à-dire qu'on n'a surtout pas pris le risque à ce stade de dire voilà le dessin d'architecture des façades, des bâtiments, etc. On a juste dit on met ça en débat à partir de la relecture que nous faisons ensemble pendant 3 jours et de l'architecture déjà là. Et on a fait une exposition
qui est toujours en place. Le sous-préfet est fou complètement de notre opération. Et on a des gens des communes avoisinantes qui viennent voir cette exposition. Mais c'est parti de cette idée de se dire, dans le fond, ces foutus architectes métropolitains, il faut les mettre en immersion dans la population rurale. Et on va voir si ça se dissout ou pas, ou si ça survit, quoi. Hein, adviendra que pourra. Alors, est-ce que Marc Barani est compatible, justement? Est-ce qu'il est... On ne va pas le dissoudre, au contraire, on a trop besoin de lui. Mais est-ce que précisément cette compatibilité, parce qu'on sait très bien que vous êtes tous à l'écoute, en fait, c'est que vous n'avez pas forcément été en situation de rencontrer ces populations-là? Si, moi je viens de ce territoire-là. Hein. J'ai commencé mon premier projet, c'était à Roquebrune-Quimpertin, un projet de cimetière, donc absolument hors radar, parce que le maire avait besoin d'un cimetière, je me suis dit pourquoi pas. L'expérience de Montsartou, qui a duré 4 ans pour faire les ateliers pédagogiques. On a travaillé pendant 4 ans avec les artistes, avec la fille de Gottfried Honegger, avec la population. Enfin bon, c'était un travail d'immersion, oui. Moi, ce qui m'est plus étranger, c'est la métropole, finalement. Parce que, bon, on est dans une espèce de bulle qui nous autonomise, hein, c'est le concours. Donc le concours, on rencontre des gens, mais assez peu. On fait des choses, et puis voilà. On n'est pas dans... Mais j'ai commencé, moi, toutes mes 10 premières années de travail, ça a été sur ce modèle-là. Tu veux dire qu'on est dans du hors-sol quand on est en métropole, un peu? Oui, on le retrouve d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas la même chose que d'arriver à Montsartou, d'aller, effectivement, la réunion elle se tient dans le bar avec les croissants, et puis après on va voir l'endroit. Là encore, là, ils m'ont redemandé de travailler avec eux sur une opération de logement, mix logement, bureau et décentralisation des services de la commune dans le centre-ville, hyper dense, avec... donc il faut voir les gens, il faut y aller le soir, donc j'en ai repris un peu pour quelques temps. D'ailleurs, ça me permet de dire, de vous donner ma version de ce qui bloque aujourd'hui. Ce qui bloque aujourd'hui pour moi, c'est l'idée de vitesse, pas la vitesse. Parce que pour faire l'architecture et l'urbanisme, il faut du temps, quoi qu'il arrive. C'est qu'on est dans l'idée qu'on peut aller plus vite, qu'on peut construire mieux et moins cher. La dernière fois qu'on avait eu cette idée-là, c'était les années 70, on voit ce que ça donne. Donc il faut du temps. Et si on veut aller vite, il faut au contraire avoir un projet, le préparer, prendre le temps de mettre tout le monde autour de la table pour qu'une fois que les choses sont décidées, on puisse les faire. Sinon, quand on essaye de descendre un escalier 4x4 pour aller plus vite, au bout de 2 paliers, on est par terre. Voilà. C'est un peu la même idée. Cette idée que les choses peuvent se faire dans la rapidité, dans la vitesse, pour moi, elles sont étrangères à une vraie prise de position commune, élus, habitants, archi ou urbanistes. Donc ce temps-là, il faut le programmer, il faut l'anticiper. Ça veut dire qu'au lieu de s'y prendre au dernier moment, il faut anticiper les choses, il faut les programmer. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Cette idée de temps est centrale. Et pour ça, l'architecture, elle a une chose extraordinaire, c'est un observatoire de nos sociétés parce qu'elle est rétive à la vitesse, elle est rétive à l'immatériel, elle est rétive à tout ce qui pétrit aujourd'hui notre imaginaire. Elle est là, elle est lourde, elle prend du temps, elle est compliquée à faire. Les élus qui s'intéressent à l'architecture, très souvent, ils se retrouvent en difficulté. Ça, c'est un gros sujet, hein, parce que, effectivement, j'ai pu le voir, s'il n'y a pas eu participation, dès qu'on s'intéresse à l'urbanisme et à l'architecture, on est en fragilité par rapport à l'opposition. Il y a, si j'ai encore une minute, un peu plus, juste pour dire que voilà, ça c'est la position d'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a des synergies qui se mettent en place qui sont vraiment intéressantes, notamment par les écoles d'architecture. Le ministre en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un moyen très efficace de débugger certaines situations. Quand un élu veut développer son territoire et qui fait appel à des urbanistes ou à des architectes pour faire un projet, c'est tout de suite une prise de position politique. Et dans cette prise de position politique, vous avez l'opposition contre, les habitants qui ne comprennent pas, etc. Une école vient, fait un workshop, travaille, mise à disposition de locaux, donc ça se fait de plus en plus, hein, donne sa vision du territoire, et à la restitution de ce travail des étudiants, qui peut être un workshop international, hein, donc qui croise plusieurs compétences, le travail est montré aux élus de la majorité, à l'opposition et aux habitants en même temps. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Parce qu'on n'est plus dans un débat que vous connaissez bien, puisque vous êtes élu, hein, politique, compliqué. On offre une vision qui est qu'une vision du territoire, et souvent ça débug beaucoup de choses. Henri Mava, généralement, les paysagistes, ils ont vraiment, on leur laisse tout faire maintenant. C'est un peu ça, parce qu'ils donnent aux élus. En fait, ils ont la carte verte en main, donc c'est plus facile pour eux, non? Vous n'avez pas un peu le beau rôle dans l'histoire?
On leur laisse peut-être tout faire, c'est parce qu'on a oublié pendant longtemps le paysage. On a parlé des années 70 où le paysage était réduit à l'état d'espace vert. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'espace vert, on est justement dans ce système d'interrelation et dans ce partage dont parlait Marc Barani. Il nous reste quand même des freins. Le frein, c'est le coût des aménagements. Et donc, il y a une étude très intéressante qui a été menée par l'interprofession entre les métiers de l'horticulture et du paysage qui s'appelle Valor, qui a analysé les incidences de projets de paysage, donc notamment à Niort, la place de la Brèche, donc la transformation de cette place. Elle a analysé non seulement les incidences environnementales, mais aussi économiques par rapport au coût des travaux. Donc l'étude montre que dans les années qui suivent, il y a eu chaque année 1/6 de l'investissement qui a été récupéré, non pas uniquement dans la qualité de vie, la qualité environnementale, mais vraiment une récupération, un retour sur investissement économique, parce que le cinéma, les restaurants ont gagné de l'attractivité, ils fonctionnent mieux, il y a aussi un autre mode de gestion, donc le paysage n'est pas que du visuel, là aussi on est dans le dur, on travaille à partir du sol, et il y a toute une nouvelle pensée et une nouvelle pratique de l'ingénierie qui devient ingénierie paysagère plutôt qu'une ingénierie des tuyaux où on investit énormément d'argent dans ce qui ne se voit pas finalement, alors que là on ouvre les sols sont ouverts, ça produit du paysage, ça absorbe, c'est beaucoup plus perméable, ça absorbe l'eau, il y a des rétentions d'eau, de l'évaporation, évapotranspiration, donc on a on œuvre sur le climat, donc on est à la fois extrêmement locaux et on agit sur la planète, on va dire, sur l'ensemble, mais aussi sur le climat local. On est dans une bioclimatique très localisée et qui agit sur l'ensemble. Donc cette nouvelle pensée permet de redéfinir effectivement nos villes, nos centres-villes, nos espaces publics et de tisser l'ensemble, une identité sur tout un territoire. Alors, je vais repasser la parole à notre économiste. Finalement, dans ce débat, comment vous voyez le frein, vous le voyez, ou le point faible du raisonnement actuel? Parce que le modèle dans lequel vous voulez nous projeter, est-ce que finalement, vous-même, je sais que vous avez un regard critique, absolument, vous êtes formé comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait justement ne pas faire? Ouais, enfin, il y a peut-être plusieurs choses. De manière très générale, je dirais une des grosses problématiques, c'est le cloisonnement. Cloisonnement entre alors cloisonnement à la fois territorial, des territoires qui ont du mal à se parler, à bosser ensemble. Cloisonnement entre institutions publiques, entre acteurs privés, publics, etc. Et au sein même des institutions publiques. Je pense que c'est un frein essentiel et que ça bougera pas si on met pas des incitations à faire. Alors, je rebondis très vite sur ce que vous disiez. Quand même, les territoires sont en concurrence. Je suis d'accord. Les territoires sont et se pensent en concurrence, mais du point de vue de l'intérêt général, c'est calamiteux et ça fait de la dépense publique totalement inutile. Pour sortir de ça, c'est vraiment ce qu'on appelle en économie des courses à l'armement. Les territoires dépensent de plus en plus, mais ils gagnent pas plus en fait. Mais si je joue pas, je perds. Si je joue, je gagne pas, mais si je joue pas, je perds. Donc je joue. Et tous les territoires mettent de l'argent. Et alors là, j'ai des exemples très clairs. Mais prenez un des exemples qui a été médiatisé, c'est aux États-Unis, Amazon, qui met les villes en concurrence. Les villes étaient prêtes à débourser des milliards pour qu'Amazon s'implante. Ah, plus de fiscalité, plus ceci, plus cela. Enfin, c'est. Donc, je suis d'accord, il y a de la concurrence, mais c'est pour ça que moi, je suis plutôt partisan de politique décentralisée, mais jusqu'à un certain point. Il nous faut des régulateurs. Il nous faut un État qui permette de sortir de ça, quoi. Et qui mette des systèmes incitatifs aux coopérations, aux collaborations. Moi, je crois assez à ça. On pourrait récompenser les territoires qui vont vers des démarches interterritoriales. Mettre des systèmes, voilà. Et il me semble qu'on. Et puis peut-être un dernier petit point. Dans un des derniers textes que j'ai écrit, enfin j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que ce qu'on partage tous, c'est quand même de dire... Enfin, il faut se réinterroger sur les objectifs, quoi. Les acteurs en charge d'un territoire, c'est quoi l'objectif fondamental? Vous l'avez dit, et je partage, mais c'est pas vrai. C'est peut-être faire en sorte que les habitants puissent répondre à leurs besoins, quoi. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas partir des besoins des personnes qui habitent ou usagers du territoire pour voir qu'est-ce qu'on a à faire. Et donc sortir de est-ce que mon taux de croissance est supérieur au taux de croissance de la ville avec laquelle je me sens en compétition. Et ça structure beaucoup des représentations de beaucoup de politiques.
il y avait une tribune que j'avais trouvée très très bien aussi, parce que c'est ça, il faut faire bouger les représentations des acteurs en fait, c'est ça la clé de tout. Donc que les acteurs se réinterrogent sur c'est quoi mon objectif, et puis qu'ils arrivent à se penser un peu autrement, et donc partir des besoins. Il y avait une tribune que j'avais trouvée très très bien de Jean-Marc Hoffner dans Le Monde il y a quelques temps, là, où il disait voilà, repartons des besoins du quotidien. Et ne partons pas, si on s'intéresse au transport dans une ville, l'enjeu c'est pas de se dire ah bah attends, est-ce que les horaires de bus c'est satisfaisant ou pas. Faut pas partir forcément de là. Partons des besoins de mobilité. Comment les gens se déplacent, quels sont leurs besoins, est-ce qu'en face ils trouvent satisfaction ou pas, et sinon qu'est-ce qu'on invente et qu'est-ce qu'on co-construit avec eux. Donc voilà, c'est cette question des représentations, quoi. Enfin moi tous les travaux que je mène c'est pour essayer de faire bouger les représentations que trop de politiques, me semble-t-il, ont dans la tête et qui conduisent à des résultats qui ne sont pas satisfaisants, quoi. Voilà, vous n'avez pas besoin de droit de réponse, madame. Non. Très bien, voilà, s'achève notre première table ronde. Va s'ouvrir tout de suite la séquence des ateliers. Donc c'est dans 4 lieux différents, dont un ici. Est-ce qu'on a la... c'est affiché, pardon. Merci à nos participants de la première table ronde.